Bonjour, je suis ravie de vous retrouver sur Télésud dans ce nouveau numéro des mots et débats. L'invité du jour, il est consultant sur les questions de jeunesse, d'éducation populaire. Il est le cofondateur de l'ONG Diplo 21. Son premier roman s'appelle Malvo. Yannick Nambo, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Ça va, merci. Alors, votre prénom, votre nom, c'est Yannick W.J. Nambo. C'est quoi le W.J? Alors, c'est clairement dans le thème WJ parce que mon nom initialement était Yannick Weze John. D'ailleurs, j'ai écrit un premier livre avec ce nom-là. Et quand j'ai été naturalisé français, il a fallu que je porte le patronyme de mon père, qui est Nambo. Parce que dans mon pays, on a le droit de porter son propre nom. Donc, à ma naturalisation, il y a de cela maintenant quelques années, j'ai dû prendre le nom de mon père. Et pour ne pas perdre Weze John, j'ai gardé WJ, en tout cas dans mes activités d'auteur. Alors, merci d'être avec nous, Yannick Nambo. Alors, votre premier ouvrage, c'était un roman, donc c'est Malvo. Et là, il y a une dernière parution, une sorte d'écriture à quatre mains, on va dire. Il y a Jackie Moifo et puis vous. Et le titre de cet essai, je ne sais pas, ce sont plutôt des témoignages, des propos que vous avez recueillis auprès de Jackie Moifo. Donc, c'est le titre « Ils ont vendu mon frère ou deux douloureux chemins de l'immigration ». Fauve édition. Nous allons commencer tout de suite la première partie de l'émission au fil des pages. Ils ont vendu mon frère ou le douloureux chemin de l'immigration. Yannick Nambo, donc c'est un livre où il y a des témoignages de Jackie Moifo. Comment vous êtes-vous rencontrés? Écoutez, à travers mes différents engagements, il y a eu des séquences électorales douloureuses en Afrique qui m'ont donné envie de m'engager encore plus. Je l'étais déjà. Maintenant, je voulais le concrétiser. Ça a été la naissance de Diplo 21, mais aussi pas mal de rencontres. Et Jackie, c'est quelqu'un que j'avais vu sur pas mal d'événements. Et je l'avais d'ailleurs invité à la présentation de mon premier roman, Malvo. Il était là, il a pris quelques photos parce que c'est un journaliste audiovisuel. Et j'étais loin d'imaginer à ce moment-là ce qu'il allait vivre plus tard. Et c'est vrai que quand il y a eu les révélations de CNN, moi j'ai été assez circonspect par la réaction des diasporas africaines. Et j'ai réagi, comme je le fais de temps en temps sur les réseaux sociaux, à travers une petite lettre que j'ai appelée « Lettre à mon frère africain ». Et ça a été pas mal partagé, jusque Jackie, je l'avais dans mes contacts sur WhatsApp. Et on est rentré en contact, on a une connaissance en commun qui est mon éditeur, monsieur Yves Michalon. Et l'idée est venue assez naturellement de s'unir pour mettre en perspective ce témoignage à travers Jackie, mais aussi le triste sort de son frère cadet. Donc, en fin de compte, c'est lorsqu'il y a eu ces images de CNN montrant la condition, mais horrible, des migrants clandestins en Libye. Là, Jackie Moifo a pu, en fin de compte, réagir, a pu témoigner sur le sort, en fin de compte, de son frère qu'il voit à l'image. C'est bien cela. En fait, ce qu'il s'est passé pour Jackie, c'est que avant les révélations de CNN, il avait déjà reçu une information d'un proche avec une photo terrifiante de son frère avec d'autres migrants prêts à être vendus. Et comme dans beaucoup de cas, en cas de choc, il y a souvent le réflexe de déni. Moi, ce qui m'a marqué dans les échanges que j'ai pu avoir avec Jackie, c'est cette culpabilité, ce sentiment de culpabilité face à ce déni qui a été long, mais c'est aussi l'impuissance. Forme d'impuissance, on voit si on en arrive à réveiller les gens à travers un témoignage, à travers un reportage de CNN pour quelque chose d'aussi grave qu'est l'esclavagisme, c'est que vraiment on est dans un sujet qui choque tout le monde, et je crois que vraiment ça a réveillé tout le monde, y compris Jackie. Et, qui a vécu aussi voilà. ces obstacles, enfin ce parcours d'immigrants. Alors justement, on voit que... Alors quelle est la raison pour laquelle il quitte le Cameroun, Jackie Moifo? Mais je crois que Jackie Moifo, dans son cheminement, n'est pas différent de tout plein je vais utiliser le mot un peu à dessein, de frères africains qui se disent, avant de se dire je vais aller en Europe, avant de se dire je vais aller aux États-Unis, avant de se dire je vais aller en Australie ou au Canada, ils se disent partout où je pourrai aller ne pourrait être que meilleur que là où je suis aujourd'hui.
quand on doit survivre dans son propre ça, pays. Vous dites, c'est pas vivre, c'est survivre. C'est pas vivre, c'est survivre. Et aujourd'hui, ça fait en plus écho ici en France, parce on est à l'aune d'une loi sur l'asile et sur l'immigration. Moi, j'aime rappeler ça, c'est que quand on n'a pas d'autre choix que de partir, non seulement c'est un droit qui est reconnu dans tous les textes, mais c'est aussi un devoir. Quand on est l'aîné d'une famille, on se sent investi d'une mission et d'un devoir d'exemplarité, de se dire il faut que je réussisse, c'est pas seulement partir, mais c'est surtout arriver à destination. Et quand on voit les risques qui sont pris, il est interdit pour moi de pouvoir parler de ces choses-là avec cynisme, avec instrumentalisation politique, avec condescendance dans nos bureaux ou ici, là où tout va bien. Moi, je sais d'où je viens, Jackie sait d'où il vient aussi. Et donc la condition de vie qu'il avait au Cameroun l'a poussé à faire ce chemin. Et quand je dis condition de vie, c'est un contexte de dictature que tout le monde sait. Moi, je ne me cache pas derrière mon petit doigt. Nos pays en Afrique vivent sous des régimes dictatoriaux, en tout cas en Afrique francophone. Et quand on parle d'immigration, moi, je m'insurge aujourd'hui de voir qu'on dissocie la question de la politique migratoire et la question de la politique extérieure. Oui. Tout est lié. C'est de la fuite en avant que de séparer les deux, de se dire que maintenant on va trier, on va faire des quotas. Alors, il décide de partir, il quitte le Cameroun et il se dit il faut passer par le Gabon. Mais là, le Gabon, c'est très difficile. Ils ne veulent pas d'étrangers sur leur territoire. Ils n'ont droit qu'à 2 mois, enfin 75 jours pour un visa de séjour. Voilà, Jackie, dans sa situation, comme pour beaucoup d'autres candidats à l'exil, faire le grand saut de son pays d'origine à l'Europe, non seulement c'est coûteux, mais en plus administrativement c'est impossible. Oui. Donc il faut aussi déconstruire cette idée-là, de penser qu'avec le regroupement familial on peut arriver en France, à Paris ou à Bondy ou à Évry, d'où je viens, etc. Non, oui. Ça c'est aussi un fantasme. C'est très compliqué, d'ailleurs c'est bien expliqué dans le livre avec sa propre fille et toutes les difficultés qu'il a eues pour pouvoir se rapprocher d'elle. Il a fallu passer par un pays voisin, ça a été le Gabon. Et le Gabon, pareil, de grandes difficultés dans un pays où l'étranger était vite vilipendé. On se servait, on instrumentalisait à l'époque de Jackie l'étranger comme étant apporteur de mots. Non, voilà, Prenons le travail. Exactement, c'est la même rengaine partout. Et ça me permet de préciser une chose. Moi, on m'a beaucoup repris là-dessus. Mais je crois que ce livre, c'est aussi ça caractérise une chose, c'est que je ne sais pas si quelqu'un a fait plus de mal à l'Africain que l'Africain lui-même. Et je pense qu'il faut le dire. Il faut que moi, je suis franco-gabonais, qu'il faut savoir se regarder dans une glace et de se dire on n'agit pas comme il faut pour le salut de nos concitoyens, pour le salut de nos pays, pour notre dignité. Et avant de regarder ce qui se passe là-bas, même si on n'occulte pas, c'est pour ça que c'est un cheminement que je trouve intéressant dans le livre, parce qu'on arrive vraiment à l'Europe, aux politiques étrangères. Dans ce cheminement, on ne doit pas faire l'économie de cette autocritique de notre manière de voir les choses, de se traiter, parce que c'est vraiment des exactions que Jackie, au Gabon, il est témoin de ça, il le voit. Donc, je ne parle même pas de la situation aujourd'hui, mais en tout cas, quand il l'a vécu, c'est dit dans le livre, et ça interpelle, en tout cas moi ça m'interpelle, parce que je suis né à Libreville. Ouais. Donc en fin de compte, lorsqu'après il quitte le Gabon, il doit payer 1 000 €, c'est ça, de visa pour prendre le premier avion. Il réussit à quitter les frontières du Gabon et à partir pour Zurich. Mais donc, en fin de compte, quand on lit le parcours de Jackie Moifo, il devient journaliste, il travaille pour des grandes chaînes. C'est vrai que c'est une sorte de modèle qui a réussi. Et ça encourage les autres Africains subsahariens à partir, se dire oui, mais j'ai un exemple, il a réussi, Jackie Moifo, ou d'autres, enfin. Donc, à partir de là, il prend conscience que son petit frère veut partir, enfin, il ne le sait pas, mais veut faire comme l'aîné. C'est ça. Je pense que petit à petit, Jackie s'est rendu compte que forcément, son attitude devenait une sorte de paradoxe, de dire attention, je suis peut-être arrivé, mais c'est très dur. Moi, j'ai eu le caractère, j'ai eu la chance aussi d'y arriver. Et surtout, j'ai pas traversé la Méditerranée. J'ai pas traversé la Méditerranée. J'ai eu beaucoup de chance dans mon parcours, et c'est pour ça que ce livre et cette histoire, moi, je la veux la plus universelle possible, parce que
c'est des signaux contradictoires. Quand on réussit, on envoie des signes de réussite, surtout Jackie qui a été vu à la télé. Oui, c'est c'est difficile ça. de dire ensuite à ses proches, ne venez Ne pas là, venez pas. c'est pas Ouais. facile, c'est pas facile ici. Donc c'est tout ce qui a conduit Jackie à avoir ce sentiment de culpabilité. Envoyer tous ces signaux positifs de réussite, forcément, ça incite les autres, peut-être pas seulement Félix, son petit frère, mais aussi tous les autres à se dire « Ah mais finalement, moi je veux faire la même chose, je veux y aller, si lui l'a réussi, pourquoi pas moi ?» En tant que journaliste, est-ce qu'il a fait cette démarche puisqu'il a vu ces images de CNN? Il a reconnu sur une photo son frère Félix, qui à l'époque avait 33 ans. Est-ce qu'il a fait la démarche de faire comme un journaliste d'investigation, de retrouver les traces de son frère? Ça a été très difficile parce que il a été d'abord contacté, on leur a demandé de payer Payer, une oui, une forme de rançon. rançon. Et d'ailleurs, quand on parle de rançon, on ne pense pas tout de suite à l'esclavage, on se dit Non, ouais. qu'est-ce qui se passe? Et Jackie, qui est ici en Europe, c'est sûr que s'il commence à donner de l'argent, ben, ça va être la surenchère, on ne va plus jamais en finir. Donc je pense que c'est très compliqué. Ça a été très compliqué pour lui. En tout cas, moi, dans les échanges que j'ai eu avec lui pour ce livre-là, j'ai bien vu, j'ai bien ressenti le poids de tous ces dilemmes, de se dire mais qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour faire libérer mon jeune frère. Après, c'est toute une mobilisation, on l'a vu, c'est aller contacter des confrères, aller contacter les pouvoirs publics, les députés, etc. etc. Mais il n'y a pas toujours de porte qui s'ouvre. Et quand je disais tout à l'heure, cette autocritique, ben, elle se fait aussi pour la diaspora. Quand il y a cette réaction spontanée de se dire on va dire non à l'esclavage, moi ça me fait doucement rire. Enfin, qui va dire oui à l'esclavage aujourd'hui à part l'esclavagiste Ouais. lui-même? Donc il faut arrêter d'enfoncer des portes ouvertes. Quand j'ai vu tous ces rassemblements dans Paris, c'est quelque chose de positif. Oui. Qu'il y ait une prise de conscience collective, moi j'étais vraiment optimiste. Je me suis dit, si tout ce monde-là se réunit, mais ça ne marchera que s'ils arrivent à cibler vraiment quel est le fond du problème. Parce que c'est vrai, certains présidents aussi ont réagi. Je pense au président nigérien, Issoufou. Il y a eu par exemple Alassane Ouattara qui a dépêché des avions pour faire venir les Ivoiriens pour les faire rapatrier. Mais encore une fois, on agit sur les Ouais. conséquences. Mais c'est au sein même, il faut... On agit sur la conséquence. Évidemment, heureusement qu'ils ont réagi, heureusement qu'ils se sont sentis quelque part dos au mur. Mais tous ces gens-là qu'on retrouve en Libye, qu'on retrouve ici, qu'on retrouve dans la Méditerranée, qu'est-ce qu'ils fuient? Ce sont des Ali Bongo, ce sont des Paul Biya, ce sont des Fournier Singbe. Voilà, c'est tout. Quand on n'a pas ce qu'il faut. Quand je dis qu'il faut pointer, l'Érythrée, voilà. Le Soudan. Soudan, tout plein de pays. S'il les quitte, ces pays-là, c'est bien parce qu'il y a un problème. C'est bien parce que tout est bradé, parce que leur dignité est bradée, leurs moyens de vivre sont bradés. Enfin, il n'y a plus rien. Leurs droits humains ne sont pas respectés. Les droits humains ne sont pas respectés. Et c'est ça. Et Jackie, dans ce qu'il dit, c'est aussi un cri. Son départ, c'est de se dire, moi je veux vivre. Mais vivre, c'est vivre libre. Si on ne vit pas libre, on ne vit pas. Voilà. Mais avec tous les moyens comment on appelle ça, de médias, la télé, la radio, maintenant les réseaux sociaux, comment se fait-il qu'il y ait justement ces départs? On sait qu'il y a la diaspora, les Noirs souffrent en Europe. Il y a cette discrimination, cette xénophobie, ce chômage. Mais ça les forge quand même à dire « je veux partir ». Je ne comprends pas. Mais je l'ai dit en début d'entretien, c'est que discrimination, chômage, oui. Tout ça on l'a connu, je l'ai connu. J'ai grandi en banlieue, je sais ce que c'est. Pour moi, c'est pas une fatalité. Pour moi, c'est plus un horizon. Se dire, c'est comme l'horizon, plus on avance de 2 mètres, on le voit reculer de 2 mètres. Mais je me suis toujours dit, il faut que j'avance, je continue d'avancer. Et je continue de me le dire même quand c'est difficile. Mais toutes ces choses-là, ça ne peut pas être pire. C'est ce que les gens doivent comprendre. Ça ne peut pas être pire que ce que vivent ces Africains en Afrique subsaharienne. Ça ne peut pas être pire. Quand nos droits sont bafoués, ici, regardez, on peut sortir des livres. Oui. Ici, il y a les médias sociaux. En Afrique, dans certains pays, quand il y a une élection et que les présidents, on coupe Internet. Enfin, ici, moi, je veux boire de l'eau, je peux boire de l'eau. Dans nos pays, l'accès à l'eau potable, même l'accès à l'eau potable et à l'électricité, est un luxe dans certaines zones. Donc, ça ne peut être que mieux. Leur sort ne peut être que meilleur ici que là où ils sont. Donc on peut dire ce qu'on veut. Ils savent qu'il y a de la discrimination. Tout ça, voilà, ils sont au courant, ils savent que la vie n'est pas facile. Mais malheureusement, vaut mieux les miettes de pain que rien du tout. Et malheureusement, on en est là. Et moi, c'est ce qui m'interpelle et c'est ce qui devra interpeller tout le monde aujourd'hui. Malheureusement, c'est difficile.
Et je crois, et je constate avec beaucoup de tristesse que le sort, malheureusement, des Africains en Afrique, s'il y avait une échelle de valeur, c'est terrible de dire ça, une échelle de valeur au niveau de l'être humain, je crois que la valeur qu'on donnerait à l'homme noir africain ne serait pas, voilà, ne serait pas très, très élevée. Vraiment, moi, c'est ce qui m'attriste beaucoup et je ne sais, je me bats au quotidien pour que ça change. Alors justement, quel est votre message d'abord aux migrants africains qui sont sur le départ, qui veulent partir, qui rêvent de l'Europe, et aussi à ces dirigeants qui parfois ils sont dans leur petit monde, dans leur monde oisif, luxueux. Que voulez-vous dire à donc à ces migrants et à ces dirigeants? Moi, je crois que tout est étroitement lié. Moi, je crois que fondamentalement, on est en train de passer vers un nouveau paradigme au niveau de l'Afrique. Parce que vous l'avez dit, il y a de nouveaux moyens, il y a une prise de conscience citoyenne, il y a une nouvelle élite aussi qui est en train d'être formée en Afrique, même Oui. si malheureusement pour émerger, on est obligé de passer par les canaux du pouvoir, des pouvoirs qui sont souvent illégitimes et dictatoriaux. Mais ce qui doit arriver arrivera. Et je crois que tous ces candidats à l'exil ont leur rôle à jouer là-dessus. Parce que tout ce qu'ils veulent, ces gens-là, c'est être heureux chez eux. Être heureux chez eux, c'est avoir un état de droit, avoir la bonne gouvernance, avoir des droits, être respecté. Quand on vote, on ne doit pas se faire tuer parce qu'on n'a pas voté pour la bonne personne, ça n'existe pas, ça ne devrait jamais exister. Le droit de réclamer, d'avoir accès à l'eau, le droit de réclamer d'être payé quand on travaille, parce que quand on travaille et qu'on ne paye pas, ça s'appelle aussi de l'esclavagisme. Voilà, il y a toutes ces choses-là, mais au fond, je crois que la génération, en tout cas celle à laquelle j'appartiens, doit impulser une vraie révolution culturelle. On se rend compte que, encore des exemples tout récents dans certains pays, le mien pour ne pas le citer, où des pères de famille sont prêts à vendre tout ce qu'ils ont, enfin toute leur dignité, parce que l'ascension sociale se fait à l'aune du chef politique qui est arrivé parce qu'il a tué tout le monde, ou parce que... Voilà. Tout ça, on doit cesser. Tout ça, on doit changer, on doit se dire qu'on a de la valeur et qu'on a des valeurs. Et si on n'arrive pas à se dire que de toute façon, on a un destin en commun, on n'y arrivera pas. Et la diaspora aujourd'hui est en train de grandir là-dessus. Et ce lien entre la diaspora et les locaux va aider. Après, un message aux dirigeants, enfin, de ma toute petite place, je ne sais même pas si je pourrais le dire comme ça, mais s'il vous reste une part d'humanité, ne la déniez pas aux autres. Voilà, ce sont aussi des êtres humains. Donc, quand on a perdu, on s'en va. Quand on a échoué, on s'en va. Et enfin, il y a tout plein de choses aussi simples qui devraient aujourd'hui prévaloir sur ce continent. Malheureusement, on est encore beaucoup trop loin et je continue d'espérer et je crois qu'on est beaucoup à espérer. Voilà. Merci beaucoup Yannick Nambo. Nous allons passer à la deuxième partie de l'émission Carte sur table. Pour Carte sur table, alors il n'est plus question de parler de livre, même si on peut revenir, hein, Yannick Nambo. C'est plutôt j'ai bien dit au début de l'émission, vous êtes cofondateur de Diplo 21, c'est une ONG. Vous êtes aussi consultant sur les questions de jeunesse, d'éducation populaire. Alors parlons d'abord de Diplo 21. Qu'est-ce que c'est cette ONG qui a été créée en 2017, hein, il me semble. Tout à fait, tout à fait. Diplo 21, on l'a créé en 2017, justement après ces séquences électorales qui ont été catastrophiques. On a été plusieurs à être impliqués et on s'est heurté à beaucoup de freins qui sont bien ancrés dans la politique française et la politique internationale. Ah, d'accord, je croyais que c'était au Gabon. Non, vous parlez de ces élections en France. Les élections du Gabon, comme d'autres, nous ont interpellés. D'accord. Nous ont interpellés. Et comme beaucoup, on était aussi en attente, on voulait voir ce qui allait se passer avec l'élection en France. Aujourd'hui, on est un peu entre deux ans, on ne sait pas trop ce que le président Macron veut faire des relations avec l'Afrique. En tout cas, on s'est rendu compte que de toute façon, quel que soit l'objectif visé, que ce soit sur le plan économique, social, culturel, on n'y arrivera pas s'il n'y a pas la base, le terrain fertile qu'est l'état de droit et la bonne gouvernance, et le respect des valeurs démocratiques. Mais pour ne pas défendre Emmanuel Macron,
Il a mis pourtant en place des conseillers spécialisés du continent. Donc c'est-à-dire qu'il s'intéresse justement... Mais il y aura toujours un intérêt pour l'Afrique. Ouais. On l'entend souvent de se dire que l'Afrique est une terre d'opportunités, mais moi ce que je veux entendre, c'est que l'Afrique est une terre d'opportunités pour les Africains, pas pour les multinationales. Ce sera une terre d'opportunités pour les Africains quand il y aura l'état de droit, quand les Africains seront respectés dans leur dignité, et quand on aura cette avancée, le premier développement, il sera démocratique. Il sera au niveau du respect des droits humains, au niveau de la bonne gouvernance et de l'état de droit. Sans ça, on peut investir tout ce qu'on veut, l'AFD peut envoyer tout l'argent qu'elle voudra, on pourra faire 1000 et une start-up qui feront allégeance aux dictateurs en place, ça ne profitera jamais à la base. Et on va avoir un système qui se nourrit. Donc aujourd'hui, on a la chance d'avoir de nouveaux moyens, d'avoir un réseau. Dans mon parcours, j'ai eu la chance, moi, d'être entendu. Aujourd'hui, quand je m'exprime, entre guillemets, dans certains endroits, je peux être un peu entendu, peut-être pas comme je le voudrais, mais ça viendra peut-être avec le temps. Ça nous permet de faire passer des messages. Et plus on va fédérer, plus on va créer, plus on va être entendu, plus on va gêner, entre guillemets, parce que j'ai l'impression qu'avec l'équipe actuelle, c'est quand on commence à gêner qu'on est entendu. Alors le but, c'est pas seulement de s'élever, d'être manichéen, de se dire elle est bon d'un côté, elle est mauvais de l'autre. Le but, c'est de comprendre un peu tout ce qui se passe, tous les acteurs, et d'être le plus innovant possible. Le seul secteur qui refuse de parler d'innovation, c'est la diplomatie. Donc, Diplo 21, pas pour rien, on essaie d'impulser un peu un modèle diplomatique du 21e siècle, parce que celui sur lequel on fonctionne aujourd'hui, on le voit encore avec tout ce qui se passe en ce moment, a hérité et n'a jamais su se défaire de la diplomatie des deux blocs, post-guerre froide. Et aujourd'hui, il y a beaucoup d'acteurs sur le terrain économique, sur le terrain culturel, sur le terrain social, qui doivent se saisir aussi de ce qu'on appelle diplomatie pour faire élever un peu l'être humain. Moi, je suis très attaché à cette notion de progrès humain. Je crois que c'est le plus beau progrès, le seul humain avec un grand H, sur le droit des femmes, sur les droits humains, sur les droits de l'enfant, sur toutes ces choses-là, hein, le droit à l'éducation. Nos diplômes sont totalement bradés en Afrique, ça ne vaut plus grand-chose. On met 10 ans pour faire un master parce que chaque année, il y a je ne sais combien de grèves, etc. Ouais. Donc, c'est des problèmes qu'on ne sait pas régler. Donc, se saisir un peu de tous ces outils-là, de tout ce réseau pour fédérer, pour créer, pour innover avec des dispositifs que l'on va inventer. Voilà, moi, je crois beaucoup à la création collective et on est plusieurs aujourd'hui à travailler là-dessus. Et moi, je suis content parce que c'est un concept qui crée de l'adhésion. On est des bébés encore, hein, 2017, on n'est qu'en 2018, on a fêté nos 1 an là, mais ça a été une année, on est encore en train de consolider les bases, et je vois que ça prend, et je vois qu'on est entendu, et tant qu'on sera sur ces dynamiques-là, je continuerai d'être optimiste. Mais concrètement, comment ça se passe? C'est-à-dire, est-ce que vous avez des missions, vous dites, tiens, je vais faire ça, telle mission, tel objectif dans tel pays, après je change d'endroit, de zone. Comment ça se passe diplomatiquement? C'est ce qu'on construit, là. Par exemple, il y a une échéance électorale qui arrive au Mali. Oui. Donc, par rapport à ça, nous, on est attachés à la formation, à la conscientisation citoyenne. C'est pas prêcher la bonne parole, c'est plus sur la manière dont on s'approprie un processus électoral pour grandir d'un point de vue citoyen. C'est comment on peut aussi agir sur l'action des diasporas pour rendre les choses la plus transparente possible. Il y a toutes sortes de leviers qu'on peut activer et c'est ce que nous, on essaie de mettre en place à travers des dispositifs. On en a un qu'on est en train de consolider. On a été reçu aux Nations Unies, à la Commission de l'Union européenne, à l'Assemblée nationale. On a des soutiens pour construire ces dispositifs qui, je pense, sont innovants parce que ça permet de miser encore un peu plus sur l'acteur, mais pas d'avoir cette vision institutionnelle, de voir les choses de haut et de se dire qu'on va faire redescendre un modèle et que les gens vont l'adopter. Non. Moi, je pense, même ici, ici en France, c'est ce qu'on disait tout de suite, on voulait observer des zones pour avoir le rendu le plus clair possible, pour pouvoir agir et créer et proposer des choses concrètes. Ici en France, il y a beaucoup de choses à faire. Moi, je suis très inquiet sur la manière dont la démocratie vit en France, d'un point de vue local et d'un point de vue général. On a accueilli l'élection d'Emmanuel Macron comme quelque chose d'innovant, etc. Mais moi, j'ai peur aujourd'hui parce que je crois que sous le vernis de la modernité, on est en train de reculer et on est de plus en plus à le dire. Et on le voit. Et le dire, c'est une chose, c'est pas être contre Macron, être contre le mouvement En Marche, c'est justement être pour quelque chose d'autre. C'est de se dire, vous avez réussi à casser les codes, écoutez les autres,
travaillons ensemble. Faisons en sorte qu'on aille encore plus loin dans cette modernisation. Quand on concentre tout comme ça, pour avoir quelques contacts avec des gens près de la sphère gouvernementale, moi, il y a des choses qui m'interpellent, mais ça veut dire qu'on est tout le temps en train d'apprendre. Et il faut qu'elles comprennent que, comme on dit, l'intelligence, c'est un fruit qu'on pique chez le voisin. L'intelligence, elle est partout. Oui. Et c'est pas tout de le dire. Il faut que ce soit concret. Et nous, quand on propose, quand on réfléchit, on essaie d'avoir une démarche la plus inclusive possible pour avoir le résultat le plus concret, le plus porteur pour le progrès humain, encore une fois. Très bien. Merci beaucoup Yannick Nambo pour votre message. Je pense que certains vont réagir et j'espère iront dans votre association, avec votre plaisir. ONG, voilà, Diplo 21. Ouais. Alors nous allons passer tout de suite à la dernière partie de l'émission, le coup de cœur. Yannick Nambo, pour ce coup de cœur, vous avez choisi donc votre éditeur en fin de compte. C'est ça, c'est ça. J'ai choisi mon éditeur parce que l'homme c'est ce que je pense de lui, mais je vais vraiment rentrer dans le détail de ce livre. J'ai eu la chance d'être un des premiers à le lire. Et vraiment, moi qui suis attaché à cette manière dont on peut comprendre les choses. Alors je le rappelle aux téléspectateurs, le titre est allez-y. C'est Au royaume des crapauds fous surgit un merle blanc. Oui, de Yves Michalon. D'Yves Michalon, qui reprend l'édition d'un premier livre d'il y a quelques années. Oui. Mais malgré le décalage dans le temps, c'est un livre qui est totalement actuel. Pourquoi ? Parce qu'on souffre beaucoup d'isoler les faits sans les mettre dans leur contexte. Et ce livre, c'est une contextualisation très large à travers le regard d'Yves Michalon sur tous les événements qui se sont passés. Je parlais tout à l'heure de cette diplomatie de l'après-chute du mur de Berlin. Oui. On peut remonter beaucoup plus loin, on peut remonter à toutes les luttes. Et moi, j'ai une vraie appétence pour les humanistes. Et c'est écrit par un vrai humaniste qui a fait avancer des causes. Et on le voit avec beaucoup de modestie dans cet écrit. Mais moi, c'est quelque chose qui me fascine. Et j'ai besoin, moi, de comprendre l'enchaînement des événements pour pouvoir mieux comprendre la société telle qu'elle est aujourd'hui et mieux l'appréhender pour ce qu'elle sera demain. Et je crois que c'est un livre qui éveille, qui fait comprendre, qui fait voyager dans le temps, mais qui projette aussi sur l'avenir. Et j'aime pas cette manière d'isoler les contextes et de se dire comme s'il y avait un hasard. Non. Je crois que tout est la conséquence de choses passées et que c'est peut-être aussi comme ça qu'on tire le son des erreurs et qu'on arrive à créer des choses pour la suite. Ne plus refaire ses erreurs. Ouais. Exactement. Voilà. Ouais. Ne plus refaire ses erreurs, c'est vraiment l'objectif. Ouais. Et créer des choses nouvelles, voilà. Et à titre personnel, enfin, que chacun puisse se dire que voilà, il n'y a rien de figé, il n'y a que la mort qui rend les choses définitives. Et chacun a le droit d'apporter justement sa pierre à l'édifice pour pouvoir changer le monde, voilà, innover. C'est ce qu'a fait Yves Michalon, et je me reconnais beaucoup dans sa manière de voir le monde et de l'imaginer. Je crois qu'il faut qu'il y ait encore quelques utopistes pour imaginer le monde de demain. Voilà. Très bien. Merci beaucoup Yannick Nambo pour votre coup de cœur, Yves Michalon, et puis aussi votre parution, ce livre, des témoignages de Jackie Moifo, donc je dis coécrit, Jackie Moifo et Yannick Nambo. Voilà, Ils ont vendu mon frère ou le douloureux chemin de l'immigration chez Fauve Édition. Merci beaucoup Yannick. Merci beaucoup. Et quant à vous mes chers complices, on se retrouve la semaine prochaine avec un autre auteur bourré de talent. Merci de votre fidélité. Au revoir et à bientôt.